Et bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour ce Facebook Live. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Comme on se voit un peu plus maintenant que les fêtes recommencent, que tout revient, c'était moins nécessaire, mais ça me fait toujours plaisir évidemment de vous retrouver par écran interposé. Ça me fait encore plus plaisir de vous croiser dans les manifestations, dans la rue, un peu partout. Voilà, ça fait un an, pile aujourd'hui, que vous m'avez élu comme député de la circonscription. C'était voilà, il y a pile un an, ça passe vite, même si c'était une année très particulière pour plein de raisons et notamment évidemment pour la raison de la crise sanitaire qui évidemment a sévi tout au long de l'année et qui nous a privés très majoritairement d'interaction sociale, qui ne nous a pas donné l'occasion de nous voir parce que les principales manifestations n'ont pas eu lieu. Un an pour moi, ça a été très vite aussi, puisque vous le savez, le mandat pour lequel vous m'avez élu est un mandat très court, puisqu'il sera remis en question dès l'année prochaine, très précisément après les élections présidentielles au mois de juin. Mais nous le savions, hein, c'était un an et demi. Au cours desquels j'ai pu faire beaucoup de choses que j'avais promis. J'ai respecté tous mes engagements. J'aurai l'occasion de vous le démontrer dans un instant. Et pour moi, c'est important. Vous savez que très souvent, ce qui vous éloigne de vos responsables politiques, c'est le gouffre qui existe parfois malheureusement entre ce que les politiques disent et ce que les politiques font. Et que je me suis toujours fait un point d'honneur depuis que j'ai démarré la politique, à scrupuleusement respecter ce que j'ai dit, mes engagements. Je m'en glorifie pas parce que je trouve que c'est juste la moindre des choses et qu'on ne devrait même pas être amené à en parler parce que voilà, dans la vie, quand on dit quelque chose, on va jusqu'au bout et on le fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué au-delà de la politique, c'est comme ça que j'ai toujours agi et pour moi, c'est juste normal. Je m'étais engagé notamment à vous faire un compte-rendu hebdomadaire de mon activité et vous le retrouvez voilà, tous les samedis à heure fixe pratiquement depuis le début. Je publie mon compte-rendu d'activité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et également sur la liste de mails que j'ai, mais également sur mon site auquel vous pouvez vous abonner. Et j'ai de plus en plus d'abonnés d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que j'ai aussi des retours. L'idée c'était, encore une fois, vous m'aviez confié il y a un an des responsabilités. La moindre des choses, c'est de vous rendre des comptes, vous dire ce que je fais du mandat que vous m'avez confié. Et ça permet aussi d'avoir un dialogue, d'avoir des remarques et de s'enrichir. Parce que, bien, moi, là encore, j'ai horreur des politiques qui viennent faire la leçon et qui disent « moi, je sais, donc on va faire comme ça », et qui souvent, d'ailleurs, ne le font pas. Moi, j'ai besoin de vos retours. Et c'est pour ça que, voilà, vous me voyez beaucoup dans les manifestations, maintenant qu'il y en a de nouveaux. Alors, parfois, on me fait la remarque, oui, mais tu passes d'une manifestation à l'autre, toujours avec des pots, avec des moments conviviaux. Bon, ça c'est la partie visible. Moi, c'est important d'être à votre contact. D'abord, parce que ça me fait plaisir d'honorer voilà, les manifestations qui ont lieu, et c'est la moindre des choses. C'est une forme de soutien aussi à la vie associative, au bénévolat, dans tous les domaines. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de me confronter à des remarques que vous pouvez me faire. Et parce qu'encore une fois, je pars du principe que je ne sais pas tout et que dans certains cas, en fonction de ce que vous vivez professionnellement, personnellement, dans vos associations, vous avez des choses à m'apprendre et c'est en dialoguant, c'est voilà, la phrase que je cite régulièrement, dans plusieurs têtes, on est toujours plus intelligent que dans une seule. Et c'est pour ça que je m'efforce d'être week-end après week-end, ou même pendant la semaine, présent aux manifestations. Alors évidemment, c'est ça qui est visible, parce qu'on peut prendre des photos, parce que c'est visible, et c'est ce que je mets sur les réseaux sociaux. Mais bon, ce qui est plus difficile à prendre en photo, c'est quand j'ai des séances de travail. Évidemment, c'est le gros de mon agenda, de mon emploi du temps. Depuis un an maintenant, je suis en moyenne 2 jours et demi, 3 jours selon l'actualité à Paris, à l'Assemblée, dans les commissions, dans l'hémicycle. Vous le verrez sur le document que je publierai tout à l'heure, qui est un document synthétique
que je publierai sous forme de post dans la soirée. J'ai co-signé, par exemple, 1962 amendements en un an. Je suis monté 4 fois à la tribune de l'Assemblée. Il y a des députés qui, en plusieurs mandats, ne sont jamais montés à l'Assemblée. J'ai signé, enfin, j'ai déposé 4 propositions de loi, parce que je suis en train de travailler sur la quatrième. J'ai co-signé 93 propositions de loi que j'ai travaillé avec des collègues députés. Donc tout ça, c'est la partie que vous ne voyez pas forcément, puisque c'est la partie travail, et qui complète évidemment mes présences sur le terrain lorsque je reviens à Colmar et dans les communes de ma circonscription, jusqu'au bord du Rhin, je vous le rappelle, et jusqu'à Grussenheim pour la partie du Ride. Et donc, je me fais un plaisir d'être présent. J'ai aussi interpellé désormais déjà à 3 reprises le gouvernement. Vous savez que chaque député, le mardi après-midi, de 15h à 17h, peut interpeller les ministres sur des questions qui leur tiennent à cœur. En réalité, en moyenne, les députés interpellent 2 fois par an les ministres parce que chaque groupe parlementaire dispose d'un quota de députés par séance et donc mathématiquement réparti en fonction des 577 députés que compte l'Assemblée nationale. C'est en général 2 questions par an. J'ai posé ma 3e question la semaine dernière. Une question qui me tenait à cœur parce que c'était aussi le fruit d'un travail que je mène depuis le début, depuis que je suis élu, et qui a été en plus amplifié par l'actualité malheureuse, en l'occurrence la fermeture de l'usine annoncée, de l'usine Mars-Wrigley, et surtout la suppression de 280 emplois. Ça fait mal au cœur. Mal au cœur, bien sûr, mes pensées d'abord pour les 280 personnes qui sont hélas concernées. Et c'est pas évident parce que c'est vraiment une entreprise emblématique. On a tous dans nos connaissances, famille, amis, des gens qui ont travaillé ou qui travaillent dans cette usine à Bissheim de Schwingdom. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait toujours des gens autour de moi qui me ramenaient. Je suis un gros consommateur d'ailleurs. Malheureusement, je ne suis pas représentatif puisque sinon l'usine se porterait très bien. Je suis un gros consommateur de chewing-gum, mais il y avait toujours quelqu'un qui m'amenait des paquets de Wrigley. Et voilà, c'est 280 personnes, moyenne d'âge quand même 49 ans. Et je suis allé la semaine dernière discuter avec la direction de l'usine, avec les syndicats. C'est souvent des gens qui ont travaillé depuis 30, 35 ans dans l'usine. Il y a parfois des familles entières, des couples entiers qui travaillent dans cette usine. C'est donc évidemment un drame social et humain très, très, très terrible. Et c'est là où j'ai parlé d'ailleurs, ça a été repris d'ailleurs par l'ancien patron de Wrigley, d'obsolescence programmée, parce qu'aujourd'hui on nous dit, voilà, certes, l'usine fabrique des tablettes qui sont quasiment plus demandées par le marché, mais ça, la direction le savait depuis de nombreuses années. Donc, s'ils avaient voulu sauver l'usine, ils auraient très bien pu la réorganiser et faire en sorte qu'elle produise des produits qui sont en phase avec les besoins du marché. Ce n'est pas le cas et c'est pour ça qu'on est face à cette situation qui, pour le territoire, au bord du Rhin, mais qui va beaucoup plus loin. Et je connais plein de gens à Colmar qui sont concernés aussi par cette fermeture de Wrigley, des sous-traitants d'ailleurs également. Ont été également, qui avaient déjà été touchés par la fermeture de Fessenheim et les 2000 emplois directs qui vont avec. C'est une décision très politique prise par l'actuel gouvernement, pour des raisons qui vont à l'encontre d'ailleurs de toute logique économique, même écologique. Moi, je suis un défenseur de la filière nucléaire parce que c'est une filière décarbonée. Ça nous a également permis de conserver une certaine indépendance énergétique par rapport au pétrole, donc c'est pas neutre. Eh bien, tout ça, ça porte atteinte à l'emploi du territoire, raison pour laquelle, dès le début de mon mandat, et parce que j'avais pris des engagements en matière économique, c'est un monde que je connais bien pour l'avoir pratiqué professionnellement, eh bien, j'ai été reçu parce que c'est important d'avoir des réseaux et aujourd'hui, j'en ai de plus en plus des réseaux parisiens parce que malheureusement, c'est un des problèmes de la France d'ailleurs, toujours et encore, les grosses décisions se prennent à Paris, dans les ministères, dans les grosses administrations, et après sont imposées de manière uniforme dans toute la France. C'est un vrai sujet de débat et sur lequel j'interviens souvent parce qu'on ne peut plus continuer à gérer le pays comme ça. Et j'espère d'ailleurs que ça sera un vrai débat et un vrai enjeu des élections présidentielles qui auront lieu l'an prochain.
Bien, donc j'ai été reçu parce que j'avais des contacts assez rapidement après le début de mon mandat par un conseiller du président de la République à l'Élysée pour défendre les deux sujets sur lesquels je me bats. Ensuite, j'ai continué à être reçu au ministère de l'économie et des finances voilà, certains m'ont déjà entendu me le dire, mais j'y tiens, et c'était le sens de ma question la semaine dernière au Premier ministre. Je souhaite que le territoire au bord du Rhin soit site pilote pour la réindustrialisation pharmaceutique de la France. 80% de nos médicaments sont fabriqués à l'étranger. Ça ne peut plus durer, ça nous met dans une situation de difficulté. Il faut qu'on retrouve cette souveraineté qui crée des emplois. Donc je me bats là-dessus, je me bats également sur l'hydrogène. C'est les deux sujets qui sont en rapport avec la question qui m'ont permis d'interpeller le Premier ministre la semaine dernière avec une réponse de la ministre Elisabeth Borne totalement à côté de la plaque, parce que quand elle dit que le gouvernement a injecté 280 millions d'euros dans l'économie du secteur avec 21 projets, eh bien, c'est juste faux, parce qu'elle mélange deux dispositifs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et d'ailleurs, je ne lâcherai pas, parce que je lui ai tout de suite dans la foulée, vendredi dernier, signé un courrier pour lui demander de m'expliquer ce qu'elle mettait là-dedans et pour lui mettre un peu le nez dedans, parce que c'est faux. Et quand les gouvernements font des promesses ou tiennent des propos qui sont pas justes, ça me met hors de moi, parce que ça explique aussi souvent, et c'est un des points qui me préoccupe d'ailleurs, le fait que vous ayez plus confiance et que vous ayez plus voté. Si un gouvernement, un président de la République, si la parole d'un gouvernement, d'un président de la République n'est pas suivie des faits, c'est pire que tout. Comment peut-on avoir confiance en les uns et les autres? Donc, je lui demande des précisions parce que je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse qu'elle m'a faite la semaine dernière. Donc, voilà, je me suis aussi beaucoup engagé sur les questions d'autorité et de sécurité. La première question que j'avais posée à l'Assemblée nationale en arrivant au début octobre l'année dernière, eh bien, elle était destinée au garde des Sceaux, Dupond-Moretti, sur la justice. Euh, je pense que globalement en France, nos policiers, nos gendarmes, auxquels je rends hommage d'ailleurs, font leur boulot, et très largement leur boulot, et souvent dans des conditions difficiles. Et, mais si derrière la justice est trop lente, si la justice ne condamne pas de manière assez ferme, si la différence entre les faits commis et les faits sanctionnés sont disproportionnés, eh bien tout le travail fait par nos forces de l'ordre finalement ne sert à rien et ça pose un problème d'autorité. Mais ça pose également un problème de moyens de justice. Ce sont des sujets sur lesquels je suis intervenu, et ça me tenait à cœur aussi, je suis intervenu, voilà, c'est souvent une question d'éducation des enfants. Le rôle des parents, quand ils touchent des allocations familiales, c'est d'éduquer leurs enfants. Et s'ils ne sont pas capables de le faire ou s'ils ne le font pas, eh ben, il faut être aussi capable à un moment donné de prendre des mesures de suspension temporaire de tout cela, parce que les allocations familiales, ça sort de votre poche, de notre poche de contribuable. Et c'est des sujets sur lesquels je me suis battu. Pour l'instant, je n'ai pas obtenu gain de cause parce que voilà, je ne suis pas dans la majorité, mais ça sera, j'espère aussi, un débat pour les élections présidentielles l'an prochain et un changement de majorité qui permettra de restaurer l'autorité dans notre pays. Mais malgré tout, je n'ai pas été dans une opposition bête et méchante. Vous m'aviez souvent entendu dire aussi que j'étais libre dans mes valeurs, libre dans mes convictions qui sont fortes. J'ai les idées claires. Je ne fais pas comme certains politiques, y compris locaux, de changer d'opinion politique ou de parti politique en fonction de mes intérêts. Si demain on me nomme ministre, c'est pas pour autant que je vais changer de parti politique. Je n'accepterai jamais de siéger dans un gouvernement qui ne correspond pas à mes convictions, sous prétexte que être ministre, c'est par exemple quelque chose d'honorifique. Ça l'est, mais ça peut pas l'être. La fin ne justifie pas les moyens. En tout cas, je ne suis pas fait comme ça. Et ça, vous connaissez mes valeurs. Donc, fort de mes convictions et de mes valeurs, qui sont claires, nettes et précises, eh bien, néanmoins, j'ai toujours dit que quand un projet de loi ou une proposition de loi allait dans le bon sens et améliorait la situation, fallait pas être bête, faut la voter. C'est vrai qu'on met trop d'énergie souvent et de temps dans des querelles de personnes et de tickets, alors que si on mettait son énergie et son temps à régler des dossiers, on se porterait mieux. Un exemple, la loi Molac, proposée par un groupe de la majorité à laquelle je n'appartiens pas, qui venait pour renforcer les langues régionales. J'ai estimé que c'était une bonne loi, que ça allait dans le bon sens, parce que la défense
une enquête régionale, c'est quelque chose de très important, eh bien, je l'ai voté. Et j'ai voté un quart des textes que j'ai votés à l'Assemblée nationale sont des textes qui sont venus de la majorité à laquelle je n'appartiens pas. Mais j'estimais qu'elles allaient dans le bon sens et par conséquent, je suis allé jusqu'au bout. Voilà, je pourrais multiplier les exemples, ils sont nombreux dans les différents domaines sur lesquels j'avais pris des positions très claires, mais j'aimerais aussi pouvoir répondre à vos questions et puis j'aimerais également, parce qu'elle nous écoute et qu'elle est là à mes côtés, ou presque dans son bureau d'ailleurs, ma suppléante, Christelle Léry, que vous connaissez bien maintenant, qui est conseillère municipale de Munzenheim, qui a été élue il y a quelques mois conseillère régionale et qui voulait également vous faire part d'un certain nombre de choses. Donc, je lui cède la parole. Christelle, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Donc là, je vous parle depuis l'antenne de région à Colmar, donc, qui est située rue Berthe-Molly. Donc, oui, donc ça fait 1 an qu'on a été élus. Donc, d'abord, merci à tous encore pour votre confiance. Vous avez vu qu'on est actifs sur le terrain. Donc, moi, surtout depuis que je suis conseillère régionale, donc depuis 3 mois. Donc, avec qui on est tout le temps sur le terrain. Donc, on rencontre les différents maires. D'ailleurs, vous avez pu voir dans la newsletter la semaine dernière qu'on est allé voir le maire de Bissheim par rapport à Vrugler. On est aussi allé à l'usine de Vrugler. Donc, on est vraiment sur le terrain. Donc, on veut que le territoire soit actif. Donc, je vais encore rencontrer les maires et les associations qui sont chères à mon cœur, et puis les différentes entreprises, parce que pour l'instant, elles vivent grâce aux aides, mais à un moment donné, les aides vont s'arrêter, donc il faudra être là pour les soutenir. Donc, je n'arrête pas l'associatif pour autant. Donc, hier, j'ai fait le Marche-Plus avec mon association. Donc, pour moi, Munzenheim, forcément. Donc, on a eu de la chance avec le temps. Et puis, donc, j'ai été blessée. Donc, si jamais vous voyez quelque chose... c'est pas moi. C'est pas Yves, c'est pas... Donc, voilà. Et puis, j'ai aussi 2 commissions en tant que conseillère régionale. Donc, la commission sport et jeunesse. Donc, c'est tous les clubs sportifs de la région. Après, la commission environnement, où j'ai été élue vice-présidente de la commission environnement Grand Est ce mois-ci. Donc, j'ai la chance de pouvoir remplacer Bernard Gerbert, qui me transmet les dossiers au fur et à mesure du territoire. Un excellent parrain. Voilà, c'est ça. Donc, on a le territoire, on a le barrage B2, pardon, au niveau de Lille. Donc, c'est pour éviter les crues sur Strasbourg. On a le canal du Rhône-Rhin aussi, la réfection des écluses, pour ramener des touristes sur Colmar et Neuf-Brisac. Donc, point important aussi. On a le poste Fessenheim. Et puis, on a aussi toutes les réserves naturelles et puis les différents cours d'eau, en fait. Donc, voilà. Voilà, c'est là où nous sommes parfaitement complémentaires dans nos missions et le fait d'avoir ma suppléante à la région qui est une collectivité qui est très importante dans le domaine économique notamment et environnemental, eh bien, nous donne du poids à tous les deux sur le territoire de notre circonscription et ça fait de nous une équipe encore plus efficace pour vous servir. Donc ça, c'est extrêmement important. Rapidement, un petit point sur la collectivité européenne d'Alsace, à laquelle je suis élu. Aujourd'hui, on a parlé d'un certain nombre de points, notamment la possibilité pour les ligues sportives de retrouver leur appartenance à l'Alsace. Ça nous tenait particulièrement à cœur, parce qu'aujourd'hui, les sports, les clubs nous disent c'est pas possible d'être attaché à la grande région, ça pose des problèmes d'organisation, ça fait perdre énormément de temps dans les réunions où il faut aller faire des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est ce retour-là qui est désormais possible, qui est une bonne chose. Mais on a également parlé du siège, et moi je veux vous dire, je n'ai pas la langue de bois. Je suis d'abord colmarien, orinois, et puis évidemment alsacien, mais moi je veux pas d'une Alsace qui penche totalement du côté du nord et qui soit phagocytée par Strasbourg. J'ai rien contre Strasbourg, au contraire, on se bat tous pour que Strasbourg puisse rester la capitale européenne, et c'est pas gagné. C'est un combat qu'on doit tous mener, parce que de ce point de vue-là, ce qui est bon pour Strasbourg est bon pour toute l'Alsace. Mais pour autant, il n'est pas question de faire de Strasbourg le Paris local, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, le problème du pays, c'est que tout est centralisé à Paris. Mais si chez nous, en Alsace, tout est centralisé à Strasbourg, ça pose un problème également. Donc, comptez sur moi. J'entends aussi
le personnel du conseil à Colmar, hein, au avenue d'Alsace, qui souvent me dit on est un peu désœuvré parce que les grandes décisions se prennent désormais à Strasbourg. Ça me gêne, ça me pose un problème et je ne lâcherai pas. Et je ne lâcherai pas voilà, ce point-là. L'Alsace, elle est forte et grande de la diversité de ses villes, de ses villages, de son armature, entre le nord et le sud, entre Haguenau, Strasbourg, Sélestat, Colmar, Saint-Louis, Mulhouse et Saint-Louis, et toutes les communes qui viennent irriguer autour, hein, qui viennent irriguer cette colonne vertébrale. Ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai un peu le sentiment, enfin, c'est ce que vous me dites quand je vous rencontre, vous avez le sentiment que finalement le Haut-Rhin était un petit peu lâché au dernier moment, en pleine négociation de finalisation de la collectivité européenne d'Alsace. C'était au mois de juillet dernier. Je ne veux pas rentrer dans des détails pour l'instant, mais je vous dis que c'est un peu le sentiment où certains ont préféré des avantages personnels, des postes personnels, plutôt que de continuer à mener ce combat pour que l'Alsace soit équilibrée, y compris territorialement. Ça me gêne, ça me pose un problème. J'espère qu'on arrivera à tenir bon. En tout cas, vous me trouverez toujours sur cette ligne-là. Voilà, je ne vais pas prolonger plus loin. Si vous avez des questions, soit en direct, je me doute bien qu'à 18h30, à 18h30, vous n'êtes pas forcément en direct, vous travaillez, mais vous pouvez, comme à chaque fois, en visionnant la vidéo en différé, poser des questions écrites. Vous savez, je les lis et que non seulement je les lis, mais que j'y réponds. Donc voilà, et puis vous pouvez continuer à compter sur moi, sur nous, avec Christelle, dans notre détermination à défendre nos valeurs, à défendre nos idées, à défendre notre territoire. Et si tout ça a été atteint, c'est aussi parce que j'ai autour de moi une équipe très motivée, une équipe de professionnels très motivés, mais également une équipe de bénévoles qui nous aident à diffuser nos idées et à être présents sur le terrain. Je veux rendre hommage aux uns et aux autres. Et puis, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et à très bientôt. Belle soirée!